Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce magazine écologique Objectif Vert qui pose ce bagage aujourd'hui au centre des recherches en ressources à l'eau du bassin du Congo, ici sur la colline inspirée de l'université de Kinshasa. Nous allons parler de cette question qui vous taraude l'esprit, qui est sur toutes les lèvres. Depuis près de 30 jours maintenant, la RDC vit sous le coup d'une catastrophe environnementale dans les rivières Kassai et Chikapa qui sont polluées. Alors pour en parler, nous sommes venus ici au centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo pour échanger avec, on va dire, un expert en la matière, le professeur Raphaël Chimanga. Professeur, bonjour. Bonjour madame. Je voudrais signaler comme ça, en passant que vous êtes directeur général de ce centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo. Vous êtes également chef du département de gestion des ressources naturelles à l'université de Kinshasa. Vous êtes également professeur en hydrologie. Qu'est-ce qu'il faut encore que j'ajoute sur cette liste de votre présentation? Bon, merci beaucoup madame. La liste de présentation, on peut dire beaucoup de choses que nous faisons au niveau national, des titres que nous occupons au niveau international, mais ce n'est pas ça ce qui compte. Ce qui compte pour le moment, c'est que c'est le travail que nous sommes en train de faire, n'est-ce pas? Et les fruits que nous voulons que ce travail puisse produire, c'est ça. Okay. Pour le moment, c'est que nous sommes en train de faire un travail remarquable dans le secteur des ressources en eau du bassin du Congo, où nous avons besoin des informations, nous avons besoin des outils de gestion, nous avons besoin de la stratégie de gestion des ressources en eau du bassin du Congo, puisque pour le moment, nos eaux ne sont pas gérées. Tout à fait. Alors ça pose un problème. Alors je pense que il sera plus important que nos téléspectateurs nous identifient par le travail que nous sommes en train de faire, puisque en plus d'être professeur à l'université, directeur du centre, chef de département de gestion des ressources naturelles, nous faisons aussi beaucoup d'autres choses à travers le monde où nous occupons plusieurs casquettes. Avant de continuer, en tout cas, j'aimerais qu'on puisse prendre cette petite pause pour comprendre justement la quintessence du sujet d'aujourd'hui qui est la pollution des eaux. Quand on parle de pollution, qu'est-ce qu'on devrait comprendre par la pollution? On va le suivre dans ce document et puis on se retrouve tout juste après. Voici une vidéo en sciences sur la pollution de l'eau. Quelques définitions. Pollution, action de rendre une rivière un lieu malsain et dangereux en y versant des matières toxiques. Toxique se dit de tout ce qui contient un poison, et engrais, débris d'origine animale ou végétale ou produits chimiques qu'on mêle à la terre pour fertiliser. Quelles origines? La pollution de l'eau a trois grandes origines. Les rejets industriels, l'agriculture et les rejets domestiques. Quelle pollution? Il peut y avoir des pollutions de l'eau par des substances toxiques comme le mercure, les herbicides ou les pesticides, et par des substances dangereuses comme les phosphates, les engrais ou le rejet direct des eaux usées. Maintenant, c'est à toi de jouer. En RDC, il existe le Centre des recherches en ressources en eau du bassin du Congo. Un centre qui regroupe plusieurs chercheurs et qui travaillent dans l'amélioration et le maintien des cycles d'eau basés à l'université de Kinshasa. Le CREBAC a produit plusieurs ouvrages devant permettre une gestion durable, au nombre desquels le CB6, un outil de gestion intégrée des ressources en eau du bassin du Congo, qui constitue un cadastre de cours d'eau de toute la RDC, car il livre avec détail les informations sur les 1740 sous-unités du bassin du Congo. Et s'agissant de la pollution des eaux des rivières Chikapa et Kassai, le CREBAC a, à l'issue d'un atelier de réflexion entre scientifiques et experts, en date du 19 août dernier, produit une note technique qui fournit les détails de l'analyse situationnelle et l'approche de la mise en œuvre des recommandations à suivre pour parvenir à lutter et à éradiquer cette pollution. Son directeur général, le professeur Raphaël Chimanga, est l'invité de votre MAG. Je veux que les gens comprennent, les gens qui nous suivent comprennent en tout cas le travail qui est fait par votre centre de recherche. Qu'est-ce que les gens à la maison doivent comprendre par le centre CREBAC? Oui, le centre de CREBAC, c'est le centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo.
quand nous parlons de recherche, nous voyons la recherche sur 3 axes. Okay. Nous avons le premier axe, c'est la recherche sur la structure, processus et fonction des ressources en eau, n'est-ce pas? C'est un peu très compliqué, je ne veux pas prendre beaucoup de temps à expliquer. Deuxième axe, c'est la recherche pour pouvoir appuyer la prise de décision des gestions durables des ressources en eau. Et troisième axe, c'est le renforcement des capacités. C'est comme ça que nous sommes en train de travailler. Nous travaillons sur 3 axes. Et là, c'est que nous sommes en train de travailler sur les investigations hydrologiques sur l'ensemble du bassin du Congo. Par exemple, de 2017 jusqu'à 2019, nous avons fait des grandes campagnes d'investigation hydrologique entre Kisangani, Kinshasa et aussi Kasaï. C'est là même que nous allons venir. Nous avons pu installer une station automatique, n'est-ce pas, de surveillance de flux hydrologique au niveau de la rivière Kasaï. Cette station qui est à même maintenant de pouvoir un peu nous indiquer sur la caractérisation de la pollution qui est arrivée au niveau de la rivière Kasaï. Cette protection, elle peut vous donner les données à partir d'ici à Kinshasa. Vous envoie des éléments, les données arrivent ici? Non, c'est une station automatique qui collecte les échantillons chaque jour et stocke ces échantillons. Alors, il y a un mécanisme de transport de ces échantillons. Il faut que quelqu'un soit sur place pour mettre soit ces échantillons dans un véhicule ou bien le mettre comme il y a un problème de route maintenant, le mettre dans un avion, n'est-ce pas? Il y a des petits porteurs qui partent là-bas, le mettre dans un avion pour pouvoir le ramener ici à Kinshasa. À partir d'ici, nous avons des laboratoires que nous pouvons utiliser pour pouvoir faire des analyses, pour pouvoir caractériser la pollution. Alors vous êtes chercheur dans le domaine de l'eau. Les cours d'eau de la RDC sont-elles gérés à bon escient aujourd'hui? Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui que les cours d'eau sont gérés avant d'en arriver à la tragique histoire de la pollution? Madame, je dirais que les cours d'eau ou bien les eaux de la RDC ne sont pas gérés. Et ce qui arrive maintenant avec la catastrophe environnementale sur le bassin versant du Kasaï, c'est quelque chose qui va nous ouvrir l'œil pour que nous puissions voir comment est-ce que nous pouvons bien gérer nos ressources en eau, nos rivières, faire l'inventaire de toutes nos rivières, connaître leurs caractéristiques, n'est-ce pas, en termes de qualité, en termes de quantité, connaître les usages dont ces rivières-là font objet, n'est-ce pas, et connaître quel est le mode de gestion approprié pour ces ressources en eau. Alors là, je note que nous avons un avantage, c'est que nous avons maintenant des outils que nous avons développés qui peuvent nous aider d'une manière ou d'une autre à pouvoir déjà amorcer le processus de gestion. Alors justement, nous avons un problème, nous sommes face à un problème qui est réel aujourd'hui. On parle, les gens s'alarment du fait de la pollution, mais vous en tant que connaisseur, en tant que fin, on va dire expert en la matière, de quelle portée est cette pollution? Quand on parle de cette pollution, qu'est-ce que les gens doivent comprendre? Est-ce qu'elle est aussi alarmante? Elle est aussi tragique? Elle est aussi dangereuse que nous l'entendons? Madame, nous parlons d'une catastrophe, n'est-ce pas? C'est une tragédie. Catastrophe environnementale. Ce qui se passe, c'est que ce que nous avons recommandé, c'est que notre gouvernement puisse déclarer, n'est-ce pas, cette catastrophe environnementale d'une façon officielle. Cela va nous aider dans le sens que on va maintenant mobiliser les ressources pour les interventions appropriées. Aussi longtemps que cette déclaration n'est pas faite, il y a une sorte de léthargie. Pourquoi vous pouvez voir que depuis plus d'un mois, depuis plus d'un mois, n'est-ce pas, qu'il y a eu observation des pollutions sur la rivière Chikapa et la rivière Kasaï, tout ça qui a continué, c'est qu'il n'y a aucune action concrète sur terrain. Il n'y a aucune mesure qui a été prise. Et ça, nous, en tant que des scientifiques, en tant que des experts dans le domaine, ça nous frustre, madame. Ça nous frustre et nous sommes tristes. Puisque c'est quelque chose qui va avoir des conséquences qui vont perdurer même après 30 ans. Puisqu'il s'agit bien entendu de pollution, n'est-ce pas, de drainage
de drainage d'acide minier. Okay. Vous trouvez? Alors, ça contient, c'est une pollution qui contient des métaux lourds, des éléments de trace et consorts. Notre crainte maintenant, c'est que ça puisse entrer dans la chaîne trophique, n'est-ce pas? Ça puisse entrer dans les réservoirs naturels, tels que les zones humides, telles que les eaux souterraines. Et pour pouvoir dépolluer de tels réservoirs naturels, ça prend vraiment des années, n'est-ce pas? Et puis, lorsque ça entre dans la chaîne trophique, c'est quoi? C'est que, n'est-ce pas, il y a les poissons qui sont contaminés, les humains, n'est-ce pas, la population va devoir consommer ces poissons et les éléments toxiques vont rester dans les corps, ok? Après quelques années, ce sont des maladies qui vont se manifester, n'est-ce pas? C'est le gouvernement congolais qui sera obligé de pouvoir se battre, trouver des solutions. Il y a des animaux qui vont devoir s'abreuver sur les cours d'eau. Voilà. Les animaux vont être contaminés. Les chasseurs vont aller chasser et puis après, on va ramener la viande à la maison, dans le marché. Les gens qui vont acheter. Bon, vous comprenez un peu le cycle. Ça sera un cycle. Vous comprenez un peu toute cette chaîne-là. De conséquences. Alors, à votre niveau, qu'est-ce qui peut être fait à ce jour? D'aucuns estiment que cette pollution va être dissipée au fur et à mesure que ça s'élargit dans les cours d'eau, et d'aucuns estiment qu'avec l'arrivée de la pluie, il y aura, on va dire, des pollutions de ces eaux. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Voilà, il y a des choses. Il y a des choses. Oui. C'est que lorsqu'il y a pollution, n'est-ce pas, c'est que ce n'est pas seulement les polluants qui sont contenus dans l'eau, n'est-ce pas? Et les polluants peuvent se déposer dans les sédiments, ok? Les polluants peuvent entrer dans les réservoirs naturels, comme je venais de le dire, n'est-ce pas? Et se déposer là-bas, c'est que là, les réservoirs naturels vont commencer à lâcher les polluants d'une façon graduelle. C'est que les cours d'eau seront contaminés qu'on sort d'une façon graduelle. Mais ici, je veux parler un peu, on dit la pollution va se dissiper. Ok. D'abord, la pollution a déjà causé des dégâts sur la biodiversité, sur les communautés riveraines. Est-ce qu'elle s'est dissipée? Non, elle a causé déjà des dégâts. Deux, la dissipation tient compte même des caractéristiques hydrodynamiques. Okay. Nous voyons la vitesse, n'est-ce pas? Nous voyons les volumes d'eau. Okay. La vitesse et les volumes d'eau. Nous savons très bien que pendant cette période, nous sommes pendant la période d'étiage, n'est-ce pas? La période de basses eaux au niveau du bassin versant de Kassai. En raison de la saison sèche. En raison de la saison sèche, bien entendu. Oui. Alors, c'est que la vitesse aussi, le volume, le débit est faible. Oui. Est faible. C'est qu'il peut y avoir beaucoup de dépôts, d'éléments de dépôt sur les lits. Voilà. Oui, sur les lits, dans les sédiments, ok? Et ce qui va arriver avec la pluie, bien entendu, la pluie va aider à ce que il y ait charriage facile, n'est-ce pas, des polluants. Donc dissipation. Exactement, c'est ce qu'on peut parler. Mais attendez, madame, c'est que la pluie apporte des creux, ok? Tout ce qui était déposé dans le fond du canal et consorts va faire quoi? Va remonter, va partir dans des zones humides, ok? Dans les périmètres, dans les lits majeurs, vont se déposer là-bas. Les polluants vont se déposer dans les lits majeurs. Et quand ça se dépose dans les lits majeurs, qu'est-ce qui va se passer? C'est que leur libération sera graduelle. C'est qu'on aura toujours le même problème. On aura toujours les cours d'eau qui est pollué d'une façon graduelle. Mais quelle est la solution alors si l'eau ne va pas résoudre, si la pluie ne va pas résoudre ces problèmes? Qu'est-ce qui va résoudre les problèmes alors? C'est que pour le moment, nous avons fait des recommandations. Nous avons tenu l'atelier des experts, des scientifiques et des experts. 36 institutions de la République démocratique du Congo réunies à l'immeuble du gouvernement 2, à le côté du palais du peuple. Même territorial. Exactement, oui. Et là, nous avons fait des recommandations, des orientations sur
5 thématiques. Okay. Nous avons parlé de l'environnement physique, Okay. étudié la dynamique des eaux en rapport avec les eaux souterraines, les eaux de surface, les zones humides, n'est-ce pas? Étudier cette dynamique-là, l'environnement biologique, la biodiversité aquatique et les écosystèmes, les services, voilà, les services écosystémiques qui sont impactés, l'environnement social et économique, avec les communautés riveraines, les communautés riveraines, leurs activités de subsistance et consorts qui sont bien entendu impactés, l'environnement juridique et politique, bien entendu aussi diplomatique. C'est là vraiment qu'on voit des mesures qui peuvent être prises puisqu'il s'agit bien d'une pollution qui vient d'un autre pays, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut avoir un cadre de collaboration pour aborder cette question, n'est-ce pas? Quelles sont les mesures qui peuvent être prises immédiatement? Là, nous avons fait des recommandations, n'est-ce pas? Pour que les deux parties au niveau international, n'est-ce pas, puissent se rencontrer, n'est-ce pas, avec un système d'arbitrage pour étudier. D'abord, nous avons demandé à ce qu'il y ait arrêt immédiat des rejets de pollution dans les cours d'eau. Voilà. Et là, notre gouvernement, avec ses experts, avec ses scientifiques, devra bien se rassurer qu'il n'y a plus de pollution. Il n'y a plus de déversion de l'autre côté de la exactement, à partir de la source. l'Angola, oui. À partir de la source, de la rivière Tchekapa qui prend sa source en Angola. Oui. Oui, les entreprises minières là, qui sont là-bas ne polluent plus. Voilà. Notre gouvernement devra se rassurer de ça. Et puis, il y a d'autres mesures qui doivent suivre en termes de réparation, en termes de compensation. Tout à fait. Et pour qu'on puisse que nous puissions arriver à la réparation, à la compensation, il faut qu'il y ait des évaluations scientifiques, n'est-ce pas? C'est que nous devons collecter des échantillons à la source et surtout le parcours de la diffusion des polluants pour que nous puissions examiner, déterminer la nature du polluant. Et l'ampleur. Bien entendu, la pleur des risques qu'on sort. Nous devons déterminer la nature du polluant, n'est-ce pas? Savoir, il s'agit de quel type de polluant. S'il s'agit de métaux lourds, bien entendu, c'est quel type de métaux lourds, n'est-ce pas? Pour que nous puissions même, puisqu'avant même de pouvoir parler de la dissipation, tout ça, il faut bien entendu déterminer les types de métaux lourds, des polluants, n'est-ce pas? La nature des polluants, c'est ainsi qu'on peut se dire, voilà le mode de dissipation de ces polluants. Avec ce mode de dissipation de ces polluants, ce modèle ici peut avoir des répercussions sur tel organisme, tel écosystème, ainsi de suite. Et c'est cela qui n'est pas encore fait jusqu'à présent. Justement, la VPM, ministre de l'Environnement et des Développement durable, a affirmé la volonté du gouvernement de dépêcher sur place une équipe des experts. Vous êtes, on va dire, responsable de ces centres de recherche en eau. Vous allez faire partie de cette délégation ou pas? Nous avons fait notre travail, n'est-ce pas? Et nous continuons à faire le travail. Ce n'est pas à partir de maintenant que nous sommes en train de faire ce travail. Nous avons toujours fait ce travail et nous serons très très heureux de pouvoir participer puisque nous avons l'expertise avérée pour pouvoir contribuer. Déjà, vous trouvez que le travail initial qui a été fait, ça a été initié par notre centre de recherche pour pouvoir faire la mobilisation des intelligences et des ressources afin que nous puissions formuler des recommandations en termes des actions qui doivent être réalisées sur le terrain. Et là, je vous dis, nous sommes dans une zone où il y a une grande vulnérabilité. Cette vulnérabilité est due, nous connaissons ce qui s'est passé il y a quelques années, les événements tragiques des conflits politico-militaires de Kamwina Sapou, ça a laissé la population vulnérable, n'est-ce pas? Voilà, oui. Et maintenant, cette situation de catastrophe environnementale vient exacerber cette vulnérabilité de la population locale, n'est-ce pas? Qui ne vit que de ces ressources, de ces cours d'eau pour sa subsistance. Vous trouvez? C'est ses besoins quotidiens qu'on sort. Alors, maintenant que la population ne sait plus accéder à ces cours d'eau pour les besoins domestiques, les femmes ne savent plus se laver sur les cours d'eau, et les activités de pêche, de navigation et consorts ne savent plus être entretenues. Alors, je pense que la population, n'est-ce pas, est vraiment fragilisée. Il faut des mesures concrètes
et immédiate pour qu'on puisse arriver d'une façon ou d'une autre à pouvoir améliorer la résilience de la population. Expert en eau, les populations riveraines de ces rivières ont besoin de boire de l'eau. Qu'est-ce que vous proposez comme solution alternative, du moins le temps qu'on puisse résoudre le problème de cette pollution-là? Qu'est-ce que vous proposez en échange? Qu'est-ce que vous proposez comme solution palliative pour l'instant pour cette population qui n'a pas d'eau justement pour boire ni pour les besoins primaires? Alors, ce que nous avons proposé, c'est que il faudra qu'on puisse trouver des sources alternatives d'alimentation en eau, d'approvisionnement en eau potable, voilà. N'est-ce pas? Voilà, oui. Là, c'est que il y a lieu de pouvoir recourir aux eaux souterraines. Et il faudra aussi se rassurer que ces eaux souterraines ne sont pas polluées, bien entendu. Et il faudra amener des eaux avec des citernes et consorts. Ce sont des solutions qui peuvent être envisagées en ce moment. Mais aussi, il y a des solutions, n'est-ce pas, alternatives en termes d'activités de subsistance, n'est-ce pas? Il faut des activités génératrices de revenus, exactement, en dehors de la pêche. Exactement, des activités génératrices de revenus, n'est-ce pas, qui peuvent être envisagées. Par exemple, pour le moment, je crois qu'on va passer une longue période, n'est-ce pas, où la population ne va pas recourir aux rivières pour la pêche et consorts. Il faudra par exemple envisager l'aquaculture, voilà. N'est-ce pas, la pisciculture. Ce sont des activités qui peuvent être envisagées. Alors, si nous quittons un peu le Kasaï pour revenir à Kinshasa où nous sommes, vous êtes sans ignorer que les cours d'eau de la capitale sont inondés, infestés même par les déchets de tout genre, les déchets ménagers, les déchets durs comme le plastique et tout consort. Est-ce que la population qui ne court pas un danger, à part celui qui les guette, celui de la pollution qui vient en progression vers la capitale? Est-ce que ces eaux qui sont infectées tous les jours ne constituent pas une menace pour les habitants de Kinshasa? Madame, ce qui arrivait sur le bassin versant du Kasaï, bien sûr c'est une catastrophe puisque ça s'est déclaré, ça s'est manifesté en un laps de temps, n'est-ce pas, avec une grande ampleur, mais c'est quelque chose qui se vit, n'est-ce pas, partout dans la plupart des grandes villes et des zones minières dans notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà. Et c'est que nous devons maintenant envisager les monitoring, n'est-ce pas, les suivis de nos cours d'eau, voilà. En termes de qualité, en termes de quantité. Voilà, oui, oui. Je dis toujours que l'eau douce est une ressource vulnérable. Elle est vitale, bien entendu, vitale puisqu'elle sert à nos besoins, mais elle est vulnérable, elle est finie et peut s'épuiser. Voilà. Okay. Et peut s'épuiser. Exactement, exactement. Ce que j'ai dit, la rivière naît, grandit et elle meurt. C'est ça, oui, oui. Alors, tout dépend maintenant de ce que nous faisons de cette rivière pour pouvoir la protéger. Il est pour la maintenir en vie. Exactement, pour la maintenir en vie et prolonger sa durée de vie. Et c'est que maintenant, là, nous devons voir quelles sont les mesures de gestion que nous pouvons envisager pour pouvoir protéger nos cours d'eau en termes de qualité, en termes de quantité. Nous sommes en train d'assister à la disparition de nos cours d'eau. Oui. Et avec l'empiètement des zones de recharge, n'est-ce pas? Est-ce qu'à Kinshasa, ici, il y a des rivières qui sont en phase de disparaître? S'il y en a une, vous pouvez nous la citer par exemple? Exactement. Non, non. Nous voyons lorsque nous sommes sur les métaux, au niveau de la première rue, cette rivière-là, n'est-ce pas? Vous voyez, première rue. Voilà, au niveau de la première rue. Oui. Voilà, oui. Et ça ce n'est plus une rivière, c'est devenu un égout, n'est-ce pas? Plein de déchets. Voilà, oui. Allez au niveau de Ngaba, n'est-ce pas? Oui. Ça, ce n'est plus une rivière, c'est devenu un égout, ce n'est plus une rivière. Mal entretenu. Voilà, oui. Non, ce n'est plus une rivière, c'est un égout, c'est un dépotoir de tout, ce n'est plus une rivière, vous comprenez? Il n'y a plus de vie, puisque quand on parle d'une rivière, on voit la vie, n'est-ce pas? Oui. Il n'y a plus de vie. Vous trouvez? Et c'est toutes ces questions qui nous préoccupent et nous disons, ces questions doivent être vues, n'est-ce pas, abordées sur plusieurs aspects. Il y a l'aspect institutionnel, n'est-ce pas? Nous devons
pas nous voiler la face, nous devons revoir notre cadre institutionnel de gestion des ressources en eau. Le cadre institutionnel qui est établi actuellement ne nous aide pas à pouvoir aborder les questions émergentes, n'est-ce pas? Les défis que nous avons de gestion de l'eau. Il y a des questions internes, n'est-ce pas? Il y a aussi des questions externes. Le cadre institutionnel qui existe actuellement fait défaut. Et nous devons améliorer le cadre institutionnel. Ça, c'est un. Deux, les cadres politiques et juridiques, n'est-ce pas, qui règle, qui fait la réglementation sur la réglementation de la gestion ou bien des usages de l'eau. Ça fait défaut. Nous devons revoir ces cadres juridiques et politiques. Et puis, nous devons aussi revoir les cadres d'information. Quelles sont les informations que nous avons maintenant pour faire le suivi de nos ressources en eau, pour faire la prédiction, dire que voilà, dans 5 ans, l'état de nos ressources en eau sera comme ceci, comme cela, en termes aussi, au regard, n'est-ce pas, de besoins croissants. La dynamique de la population, la démographie, les besoins croissants d'utilisation de l'eau, les demandes extérieures que nous avons, les contextes de changement climatique, ce sont des choses qui doivent nous permettre, afin de pouvoir nous asseoir, faire ce que j'appelle system thinking. Donc, pour pouvoir aborder les aspects de gestion des ressources en eau dans notre pays. Sinon, nous sommes en train de courir les risques et nous sommes en train de dire que nous avons beaucoup d'eau, nous ne faisons rien de ces ressources en eau, et puis nous sommes en train de les dégrader. Les tuer à petit feu. Et oui, et puis après, nous allons nous plaindre. C'est ça. Nous n'aurons que les yeux pour pleurer. Alors, on va faire une pause pour prendre les activités environnementales qui ont marqué cette semaine. Et parmi ces actualités, il y a la présentation par le Programme des Nations Unies pour le développement de son rapport mondial sur le développement humain pour l'année 2020. Je vous convie à suivre ce qu'a été l'ambiance, mais surtout l'essentiel à retenir de ce rapport. Et on se retrouve tout juste après. Ce rapport du PNUD, le 30e de la série depuis 1990, présenté devant plusieurs membres du gouvernement et responsables des institutions publiques de la RDC, souligne que les pressions exercées sur la planète par l'homme depuis les 300 dernières années ont fondamentalement modifié les systèmes écologiques nécessaires à la vie sur Terre. Ces documents indiquent aussi que les actions que l'homme conjugue sur la biodiversité et les ressources naturelles seraient sans contexte à l'origine du dérèglement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, l'acidification des océans, la pollution de l'air et de l'eau, ainsi que la dégradation des terres. Et les pays les plus pauvres seraient les plus exposés. Présidant cette cérémonie, le vice-ministre du Plan a affirmé la volonté de la RDC de tenir compte de ce rapport. Participer au lancement de ces rapports est un message fort du gouvernement visant à démontrer sa constance dans son engagement pour s'approprier les recommandations qui y sont formulées. Mesdames et messieurs, distingués invités, au-delà de la présentation de ces rapports, je suis convaincu que nous sommes venus ici ce matin pour reconnaître et dire d'une seule voix que la trajectoire actuelle de l'humanité n'est plus soutenable. Il est donc important que toute la représentation qui participe à cette cérémonie s'engage au sauvetage de notre espèce qui court vers son extinction si on n'y prend pas garde. Et pour inverser la situation, les rapports mondiaux du développement humain proposent 3 pistes pour sortir de cette situation, parmi lesquelles développer des solutions fondées sur la nature. La protection de l'environnement et des équilibres fondamentaux de la biosphère, la lutte contre la pollution et le réchauffement climatique, tel est le cheval de bataille de l'ONG Nature is Life, entendez en français « La nature, c'est la vie ». En séjour à Kinshasa, la présidente de l'organisation non gouvernementale Nature is Life annonce un concours dénommé Miss Verte qui sera organisé le 3 septembre prochain dans la capitale congolaise. Miss Verte, c'est un concours d'idées
pas seulement de beauté, mais concours d'idées, parce que nous formons les ambassadrices de l'environnement afin qu'elles, dans leur milieu respectif, elles arrivent à faire le travail que je fais dans le Haut-Katanga. Et il y aura la soirée la semaine prochaine, le 3 septembre. Il y aura les filles, on va couronner l'ambassadrice de l'environnement de cette année, qui est la Miss Verte 2020-2021. Sensibiliser et éduquer la population à la protection de l'environnement, la gestion des déchets et la plantation des arbres est une affaire de tous, soutient Malesta Botoni, qui croit que cela est possible qu'avec l'accompagnement de tous. Nous avons besoin que le gouvernement puisse nous accompagner. Le chef de l'État qui vient nous accompagner, c'est notre papa. Maman Denise, qu'elle nous accompagne, c'est notre maman. Que le gouvernement puisse nous soutenir. Il y a le ministère national de l'environnement, que l'excellence Eve Bazaïba aussi tourne son regard vers nous, parce que c'est un grand et un bon projet. Si on arrive à sensibiliser toutes ces filles, c'est comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. La Queen Miss Verte de Nature is Life reste convaincue que la beauté physique ne suffit pas pour changer ce monde. C'est ainsi qu'elle lance cet appel à la protection de l'environnement, un cadeau du ciel. Comme sollicité auprès de l'Assemblée nationale, la VPM, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, a conduit une délégation sur place dans la province du Kasaï pour s'enquérir de l'état de la pollution en vue de trouver des solutions idoines. La structure de jeunes Congolisia Biodiversity Network a organisé le samedi 28 août un atelier de consultation de la jeunesse sur la biodiversité avec comme thème « Perspectives de jeunes envers le cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020 à Kinshasa ». Alors, on est de retour avec le professeur Raphaël Chimanga ici au centre Crébac. Alors, professeur, vous avez énuméré un certain nombre de défis. On est en train de citer. Votre centre fait des recherches, mais où sont orientées, on va dire, les conclusions de ces recherches-là? Qu'est-ce qu'on en fait? Ils sont où? Oui, madame, c'est pourquoi je dis il y a peut-être un problème de cadre institutionnel, puisque les recherches que nous sommes en train de faire sont, bien entendu, les résultats de nos recherches sont transmis aux décideurs, sont transmis aux scientifiques et sont aussi publiés. Par exemple, je vous dis, pour le moment, nous avons développé un outil de planification et de planification des ressources en eau, un outil d'orientation des investissements dans le secteur de l'eau. Cet outil s'appelle CB6, n'est-ce pas? Cet outil a été lancé le 22 mars, qui est la journée mondiale de l'eau. Voilà. À l'hôtel du gouvernement par la vice-première ministre, ministre du plan, ministre du plan, n'est-ce pas? Voilà, oui. Et il y avait les sectoriels des ressources en eau qui étaient là, beaucoup d'institutions, c'était à l'immeuble du gouvernement. Nous avions lancé cet outil. Et nous avons aussi fait vulgariser. Nous avons vulgarisé cet outil dans plusieurs institutions. Vous l'avez suffisamment vulgarisé? Suffisamment. Nous avons même fait des spots publicitaires. Nous avons suffisamment vulgarisé. Les décideurs sont au courant de l'existence de cet outil, n'est-ce pas? C'est un outil qui est au centre de gestion des ressources en eau de notre pays et du bassin du Congo. Alors, il est temps que l'outil soit utilisé pour la prise de décision. Qu'est-ce que les gens attendent? C'est ça, c'est qu'on se demande. Il faut pousser un peu. Non, mais on va pousser jusqu'à quand? Nous avons écrit, voilà, ils sont conscients. Il faut que l'outil soit utilisé. L'outil, c'est ce que j'appelle le cadastre de l'eau. Voilà. Le cadastre de l'eau. Le cadastre de l'eau, puisque l'outil identifie les potentialités. C'est un peu comme une classe, quoi. Pas seulement la classe, mais c'est vraiment un outil interactif, n'est-ce pas? Qui identifie les potentialités, n'est-ce pas? Et peut orienter, bien entendu, leur affectation. Voilà, les investisseurs, les chercheurs, les décideurs
pour dire que non, voilà tel endroit, il y a telle potentialité en termes de services des ressources en eau. Là, les services des ressources en eau, je peux les énumérer si vous me permettez, c'est que nous avons les services d'hydroélectricité, c'est le service des ressources en eau. Tout à fait. Navigation, c'est le service des ressources en eau. Le transport. Irrigation, voilà, nous dépendons que maintenant que c'est la saison sèche, les gens ne savent pas cultiver. Oui. Alors que si vous partez dans le désert, les gens sont en train de cultiver toute l'année. Alors, il y a eau potable et assainissement, voilà, il y a ces services-là qui est... nous avons aussi des services en termes de biodiversité aquatique. Tout à fait. Donc, c'est vraiment un outil qui peut aider bien notre gouvernement. Et ce que nous avons recommandé, c'est qu'on puisse, dans chaque unité, puisque l'outil détermine les unités de gestion, dans chaque unité de gestion, on puisse installer ce que nous appelons les comités de gestion de l'eau. Merci beaucoup, professeur. Qu'est-ce qu'ils doivent faire face à cette pollution? Comment doivent-ils se comporter face à la menace qui les guette ou qui vit avec elle? À nos frères et sœurs qui sont vraiment, nous compatissons avec ce qui se passe dans le bassin versant du Kasaï, précisément sur les rivières Chikapa et Kasaï, n'est-ce pas, où nous avons identifié 10 entités administratives, n'est-ce pas, où près de 2 millions de personnes sont directement exposées aux conséquences, aux risques de cette catastrophe environnementale. Ce que nous pouvons dire, c'est que n'utilisez pas cette eau-là, jusqu'à ce qu'il y ait des mesures appropriées qui nous indiquent les types de polluants, ou bien la nature des pollutions, n'est-ce pas, et son ampleur. Et ça, c'est quelque chose qui va orienter les usages futurs de ces cours d'eau. Et je crois que ce sont les recommandations que le gouvernement provincial avait déjà donné, n'est-ce pas? Il faut vraiment bien suivre ces recommandations et sensibiliser les populations riveraines sur ces recommandations. Merci bien, professeur. Voilà qui va marquer, on va dire, votre dernier mot. Je rappelle que vous êtes directeur général du Centre des recherches en ressources en eau du bassin du Congo. Vous êtes également professeur d'université ici, à l'Université de Kinshasa, chef du département de gestion des ressources naturelles. Merci en tout cas d'avoir été l'invité de notre magazine Objectif Vert. Alors, le défi stratégique pour l'avenir est celui de garantir l'eau en quantité, mais surtout en qualité suffisante, en vue de satisfaire les demandes concurrentielles croissantes pour les besoins agricoles, les besoins commerciaux, les besoins domestiques, les besoins industriels, mais surtout les besoins environnementaux. Et ces défis incluent également le maintien de l'utilisation optimale des ressources en eau dans le contexte du changement climatique. Mesdames et messieurs, voilà qui va mettre un terme à ce numéro de votre mag écologique. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, mais surtout de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.